Bonjour et bienvenue dans Sakankan, votre émission produite et proposée par Newscom depuis Libreville, une émission qui vous permet d'être au cœur de l'actualité de la Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi cette émission qui vous fait vivre des moments magiques avec les supporters. Aujourd'hui, nous allons partir du côté d'Oyem pour suivre la rencontre sommet de la poule C entre les éléphants de Côte d'Ivoire et les léopards du Congo. Ces deux formations ont des objectifs différents. Pour les éléphants de Côte d'Ivoire de Michel Dussuyer, il faut impérativement s'imposer, ce qui n'est pas donné face à une formation amenée par Florent Ibenge. La remise en jeu effectuée par la République démocratique du Congo. Les RDC qui reste sur 12 matchs sans défaite, toute compétition confondue. Et la RDC qui frappe à grands coups. Niskens Kebano, son premier but dans une Coupe d'Afrique des Nations. Et la RDC mène à 0. Dans la spontanéité, dans le geste de Niskens Kebano, quelle inspiration de l'ancien du Paris Saint-Germain. Oh, il a repris ce ballon, il ne s'est pas posé de questions. Il a fait le bon choix. Il y avait du champ devant lui. Et cette équipe de Côte d'Ivoire qui a eu du mal à vite remonter. Kebano, qui techniquement là... Mine de rien, ça fait deux occasions, ou semi-occasions pour cette équipe de la Côte d'Ivoire, qui doit prendre le contrôle du jeu si elle veut revenir dans ce match. Canon qui avait trouvé Gradel, le centre d'Aurier, deuxième poteau pour la Côte d'Ivoire dans cette partie. Max-Alain Gradel qui donne ses indications. La tête, oui. C'est lui souvent l'homme des matchs face à la République démocratique du Congo côté ivoirien. Wilfried Bony sonne peut-être la révolte des Ivoiriens. Premier but dans cette CAN 2017 pour le champion au titre. Un but partout. Et il s'était manqué il y a quelques minutes. Wilfried Bony, là, il a attaqué son ballon de la meilleure des façons. Il est venu couper au premier poteau. C'est ce qu'on demande aux joueurs, venir se servir en premier. Là, il le fait à la perfection. Bopé qui est complètement pris, qui n'a pas pu le rattraper. Tisserand qui va écarter intelligemment vers Moubélé. Moubélé, son pied droit, le centre de Moubélo. Cordeau, deuxième poteau. Kabalanga. Une passe, deux buts dans cette CAN 2017. L'homme de RDC, c'est lui. Quel match de Kabalanga et quel match tout court alors que la Côte d'Ivoire pensait avoir pris le meilleur. Eh bien, en l'espace de 3 minutes, on a vu deux buts de la tête. Et la RDC reprend l'avantage, Baptiste. Et Marcel Tisserand, cette transversale, elle est de qualité. Et ensuite, il ajuste parfaitement Moubélé. Le contrôle est bon. Il prend la formation. Et que fait-il tout seul là au second poteau? Kabalanga qui est devancé. Aurier et la Côte d'Ivoire essaye de confisquer ce ballon. Dié, c'est bien joué. Le joueur du FC Bâle, le capitaine de la Côte d'Ivoire. C'est contré. D'une frappe sèche contrée. Grâce à son capitaine, la Côte d'Ivoire égalise une nouvelle fois. C'est un match fou de partout. Il y a quelques instants pour mener 3-1. Et 1 minute 30, 2 minutes ensuite. Sérédier qui a eu le temps d'ajuster. Tout à l'heure, Cher Doucouré n'a pas eu beaucoup de réussite. Dernier dégagement sans doute avant que M. Dikazoué siffle la fin du match. Comme en 2015, la Côte d'Ivoire débute par 2 nuls en 2 matchs dans cette phase de groupe de la CAN. Ça n'avait pas empêché la sélection ivoirienne d'aller chercher le titre il y a 2 ans. 2 buts partout entre Congolais et Ivoiriens. Un match fou avec un rythme endiablé.
Mais malheureusement, pour les éléphants, toujours pas de victoire au bout. Pour Michel Dussier, ça commence à être compliqué. Ah oui, d'autant plus qu'il y a énormément de pression autour de cette équipe ivoirienne. Il y a énormément d'attentes. On sait que la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique en titre. On attend donc à ce que la Côte d'Ivoire domine d'entrée de jeu ses adversaires. Enchaîner 2 matchs nuls de suite comme ça pour un champion d'Afrique, effectivement, ce n'est pas la meilleure des façons de démarrer une compétition. Mais on savait quand même qu'en face, il y a la RDC de Florent Ibenge, qui est une équipe assez physique, assez athlétique, mais surtout assez tactique. Ibenge est l'un des 4 techniciens africains qui sont présents sur cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est quelqu'un qui a fait énormément progresser cette équipe et qui surtout a réussi donc à s'imposer sans convaincre lors de sa première sortie. C'est dire donc qu'il avait avec son équipe un capital de confiance incroyable avant d'affronter. Malgré qu'il ne maîtrise pas toutes les rencontres, il s'impose à Conakry et en entame contre le Maroc, ils ont été dominés, ils se sont imposés malgré tout. C'est une équipe qui a quand même une capacité de résistance assez élevée. Oui, elle plie, mais elle ne rompt jamais, hein, ou rarement, il faut le dire. Ces derniers temps, en tout cas, c'est une équipe, comme je l'ai dit tantôt, qui est très physique, très athlétique et qui défend très bien et qui peut compter surtout sur un très bon gardien. C'est vrai que de par le passé, il y avait le fantasque Kidiaba qui est parti, mais aujourd'hui, tant pis, est le gardien quand même de cette équipe de la République démocratique du Congo qui fait de très bonnes performances. Donc il y a une défense assez solide et surtout des attaquants qui sont très efficaces, assez froids devant le but et qui sont capables de marquer à tout moment, qui n'ont pas besoin d'énormément d'occasions pour concrétiser. Donc tout ce cocktail-là, ça donne une équipe pas très spectaculaire, mais assez efficace et assez réaliste. Et dans ce type de compétition, c'est ce qui fait la différence. Donc aujourd'hui, cette équipe de la République démocratique du Congo, elle est sur une très bonne voie. En tout cas, elle s'est très bien lancée. Je le dis encore, je l'ai déjà dit dans un numéro de Sakankan, je vois cette équipe aller très loin. N'oublions pas qu'en 2015, elle avait réussi quand même à atteindre le stade des demi-finales, donc elle reste sur la même dynamique, contrairement à cette équipe ivoirienne qui certes avait remporté l'édition de 2015, mais qui ne rassure pas en tout cas par sa sérénité, par son football produit et surtout par l'efficacité devant. On s'est toujours reposé, en tout cas on a trouvé comme excuse les retraites de certains joueurs comme Yaya Touré, la blessure de Gervinho, mais je pense que ça ne suffit pas. Quand on a des garçons de la qualité de Wilfried Bony ou de Salomon Kalou, et ce milieu de terrain quand même qui est l'un des tout meilleurs sur le continent africain, qui est Sérédié, qui a été énorme aujourd'hui, qui a marqué un but et qui est l'homme du match. Donc quand on a tous ces joueurs-là, Serge Aurier, on ne va pas les citer tous, quand on a tous ces joueurs-là, on attend plus de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, je pense qu'elle a du mal, cette équipe ivoirienne, à assumer ce statut de favori, à intégrer cette pression et surtout à pouvoir produire de bonnes performances. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage pour Michel Dussier, même si, encore une fois, il faut le rappeler, certes, la Côte d'Ivoire a enchaîné 2 matchs nuls, mais elle n'est pas complètement éliminée. Il lui suffit d'une victoire pour se qualifier pour le tour suivant. Oui, évidemment, on suivra avec beaucoup d'intérêt cette 3e sortie des éléphants de Côte d'Ivoire qui se déroulera du côté d'OM, on vous le rappelle, et où nos équipes seront bien sûr présentes pour vous faire vivre cette rencontre. L'autre match de cette poule C, c'est le Maroc d'Hervé Renard qui a reçu les Togolais d'Emmanuel Adebayor, une rencontre où les 2 formations se devaient de confirmer. Est-ce que pour les Marocains, après le match perdu face à la RD Congo, il fallait réagir? Les hommes d'Hervé Renard ont-ils réagi? Réponse dans cet élément. Et monsieur Mahamadou qui avait indiqué le renvoi de 5,50 m, il était contredit par son assistant. Il a fait confiance à son assistant, l'arbitre malien de cette partie, le premier corner du match. Fait Salfage pour le frapper, le joueur de la Corogne en Liga. C'est frappé pied droit, ce ballon qui est dégagé par la défense togolaise. On va essayer peut-être tout de suite d'emmener un contre du côté d'Osevi qui a trouvé le soutien et le déboulé. Regardez de là-bas pour avoir la solution à côté de lui. La profondeur à nouveau vers Dosevi, la frappe de Dosevi sur la première occasion, un contre sanglant de la sélection togolaise qui prend l'avantage. Mathieu Dosevi, 1-0. Ils ont mis du temps à se replacer les Marocains après ce premier corner de la partie. Il est déjà au départ de l'action, Mathieu Dosevi. C'est lui qui avait décalé dans un premier temps l'un de ses coéquipiers. Ensuite, ça va très vite. Ça joue à une touche de balle. Haïté qui lance dans la course Thomas de
Séville qui croise parfaitement sa tentative. J'ai pas le sentiment que le placement d'El Khadraoui soit idéal. Il anticipe le premier poteau, mais finalement De Séville choisit le second poteau. Et on voit la cohésion du côté du Togo. Gouro Akoreko qui est venu tout de suite faire la collade aux joueurs de l'Olympiakos en lui disant c'est pas grave. Et il n'est pas simple à repousser non plus pour Romao, ce ballon avec un léger rebond capricieux juste devant lui. La solution sur ce corner, peut-être avec Bouadouz, peut-être aussi avec les centraux qui sont montrés. Oh, Dacosta qui va égaliser. Le Maroc était mené à 0. La rage des Marocains pour revenir dans ce match. Et Kossi Agassa qui réclame une faute. Il estime avoir été chargé sur ce corner. Parfaitement frappé. Et c'est Bouadouz qui a marqué. On va voir ça au ralenti. Ouais, c'est Bouadouz qui est là, juste derrière Kossi Agassa pour ajuster ta tête et permettre au Maroc de revenir dans ce match. Un but partout. Il y a un parallèle à faire évidemment avec la finale de l'Euro. Tous les papillons avaient envahi le Stade de France. Ça n'avait pas porté chance évidemment à nos Bleus qui s'étaient inclinés en finale contre le Portugal. Fessalfage pour frapper ce coup franc. Il y a des joueurs de taille et de gabarit dans la surface de réparation. Côté marocain, c'est frappé direct. Ouais. Première canne et premier but pour Romain Seiss. Le Maroc renverse le Togo dans un début de match abracadabrantesque. Et les Togolais qui montrent leurs limites là sur phase arrêtée défensive. Pas suffisamment de concentration. Ça fait 2 coups de pied arrêtés. C'était un corner tout à l'heure. Là, c'est un coup franc. Et il est retenu en plus. C'est vraiment compliqué pour lui, mais il est déposé idéalement par Fessalfage. Et la tête, impossible à jouer pour Kossi Agassa. Petit filet opposé. Romain Seiss redonne de l'allant au Maroc. Pas de faute d'El Amadi. Il y a de l'espace là. En-Nesyri. En-Nesyri qui prend sa chance puissamment. Bien joué. L'entrée gagnante d'En-Nesyri et le Maroc qui mène 3-1. En soi, la frappe d'En-Nesyri n'est pas vraiment dangereuse. Mais Kossi Agassa se trouve une nouvelle fois. Ça fait 2 buts pour lui dans ce rendez-vous. C'est énorme. 2 buts offerts aux Marocains. Il y a de la puissance dans cette tentative d'El-Nesyri, mais Agassa n'a pas suffisamment la main ferme pour repousser ce ballon. Il est sur la trajectoire. Et il y a un rebond peut-être qui le met en difficulté. Il a pris l'information jusqu'au bout. En-Nesyri, il n'y avait pas beaucoup de monde, beaucoup de coéquipiers autour de lui. Il a eu raison de frapper. Et le rebond aussi capricieux devant Agassa qui se couche peut-être un peu trop vite. Il est malheureux le gardien togolais aujourd'hui. De Mounir El Khadraoui. Le dégagement et s'en sera terminé. On est au bout du temps additionnel. Le Maroc tient sa première victoire dans cette CAN 2017 et va aborder avec 3 points. Et la deuxième place à la clé de ce groupe, c'est le rendez-vous primordial face à la Côte d'Ivoire. Ça sera mardi 6 mai à Oyem à 20h. La RDC affrontera le Togo à Port-Gentil. On attendait une réaction de la sélection marocaine. Malmenée, menée après 5 minutes de jeu, la faute à De Séville sur 2 coups de pied arrêtés millimétrés de Fessalfage. Et par 2 têtes, les Marocains menaient 2-1 à la mi-temps avant un raid solitaire d'En-Nesyri. Voilà les Marocains lancés dans cette CAN 2007. Le match face à la Côte d'Ivoire s'annonce déjà essentiel. 3-1 pour les Lions de l'Atlas face aux Togolais, une équipe du Togo qui a tenté mais qui n'a pas réussi à imposer son rythme dans cette rencontre. Oui, on le savait, cette équipe du Togo, elle a ses limites.
Il a certes quelques joueurs talentueux. Emmanuel Adebayor qui manque de rythme, qui a 5 clubs. Alexei Romao qui s'est exilé depuis qu'il a quitté l'Olympique de Marseille, de Séville. Haïti qui manquait de réalisme aujourd'hui. Mais on sait qu'au-delà de cela, cette équipe, elle n'est pas bâtie, elle n'est pas faite pour aller très loin dans cette compétition. Emmanuel Adebayor a été assez lucide d'ailleurs en déclarant qu'ils ne sont pas là pour gagner la CAN, ils sont là pour embêter des équipes et c'est ce qu'ils tentent de faire. Malheureusement, ils sont tombés sur une équipe marocaine qui a retrouvé des couleurs. Même si elle a été embêtée par ce but matinal des Togolais. Tout à fait, mais heureusement qu'elle a su réagir. Le Maroc a la chance d'avoir un coach qui a du caractère, qui a de la personnalité et qui, à lui seul, pratiquement constitue 30 à 40% de cette équipe. C'est vrai qu'elle manque de grandes stars. Les grandes stars sont absentes du côté du Maroc, blessées, en tout cas pour diverses raisons, Tanan, Boufal et les autres. Mais on l'a dit encore une fois, il y a surtout cette présence de Monsieur Coupe d'Afrique, on va l'appeler comme ça désormais, Hervé Renard, qui a déjà gagné 2 CAN et qui, à mon avis, constitue l'atout principal de cette équipe qui a su relever la tête et c'est tant mieux pour les Lions de la classe qui, rappelons-le, reviennent quand même à la Coupe d'Afrique après une période d'absence due à leur suspension par la Confédération africaine de football. Donc, ils ont envie, ils manquent de grandes stars. C'est une équipe qui est homogène et qui peut-être n'est pas très attendue, mais qui est capable, en tout cas, il a prouvé aujourd'hui, capable de bonnes performances. On suivra ces retrouvailles entre les Lions et les éléphants, mais surtout entre Hervé Renard, champion d'Afrique en titre, et l'équipe championne d'Afrique en titre, les éléphants de Côte d'Ivoire. Ça sera du côté d'OIM pour la troisième et dernière journée dans cette poule C. Une belle finale en perspective, en tout cas un match qui vaut le retour à ne pas du tout manquer des retrouvailles. Vous l'avez dit, Hervé Renard qui a été sacré champion d'Afrique lors de la dernière édition avec la Côte d'Ivoire, qu'il a et dos au mur, qui est obligé de gagner. Tout comme Michel Ducy avec les éléphants de la Côte d'Ivoire, ça promet quand même une belle affiche. On espère qu'elle ne sera pas fermée et que l'enjeu ne tuera pas le spectacle, le jeu. On espère bien, en tout cas pour nous qui vivons cette Coupe d'Afrique des Nations, l'expérience et la canne des supporters nous donnent beaucoup de magie et d'émotion. Nous avons suivi pour vous le match de l'équipe du Gabon avec le public et nous avons vécu la qualification des Lions de la Teranga du côté de Franceville avec ses supporters. Aujourd'hui, nous vous proposons de suivre un groupe de supporters algériens venus spécialement soutenir l'équipe nationale d'Algérie dans cette Coupe d'Afrique des Nations. On les a eus à l'aéroport, ensuite à match et après match avec beaucoup de déceptions. Élément de reportage, Alpha Madi Touré. La CAN, c'est aussi ces moments d'émotion et de frisson qui nous tiennent en haleine durant toute la compétition. Les supporters des 16 meilleures nations du moment nous font vivre eux aussi leur CAN. Au pays comme dans le pays hôte, on vit au quotidien les moments forts de la fête du football africain. Khaled Mezoudi est supporter algérien. Disons-le plus clairement, c'est un mordu des Fennecs. Il suit l'équipe depuis belle lurette et ce n'est pas l'aventure gabonaise qu'il a loupée. Le grand amoureux de l'équipe nationale algérienne n'a certes pas perdu sa passion, mais la déception peut se lire clairement dans ses faits et gestes. Dans une vidéo diffusée en direct sur Facebook, Mezoudi réclame plusieurs départs à l'intérieur et en dehors de l'équipe. En effet, cette colère intervient après les 2 premières sorties ratées des Fennecs, match nul 2 buts partout contre le Zimbabwe d'entrée et défaite dans le derby maghrébin 1-2 face à la Tunisie. Mezoudi et ses amis exigent les départs de Mohamed Raourawa, président de la Fédération algérienne de football, Islam Slimani et Riyad Mahrez entre autres.
Cette colère de l'Algérien se justifie par des dépenses qu'il a effectuées. Quand on fouille un tout petit peu, on se rend compte que notre ami a débroussé pas moins de 1400 € pour juste se rendre à Libreville, sans compter les frais d'hôtel et de commodité, comme pour dire que les Algériens ont tout intérêt à convaincre lors de leur dernière sortie dans le groupe B face au Sénégal, déjà qualifié en quart. La CAN des supporters se poursuit dans sa cancane et nous allons continuer à vous faire voir et à vous faire vivre ces émotions-là, des vrais gens, des vrais passionnés de football. Mais avant de continuer, nous allons partir avec notre analyste maison. Il s'agit de notre confrère du journal L'Équipe en France, Hervé Penaud. C'est la vie d'Hervé et c'est pour vous. Bonjour à tous! Oui, alors vraiment une journée très intéressante aujourd'hui parce qu'on attendait les éléphants, il fallait une réaction des éléphants. Mais les éléphants sont un peu lourds, ça c'est le problème de l'éléphant. Et 2-2, on ne s'attendait quand même pas à 2 matchs nuls de la part des éléphants après les 2 premiers matchs. Alors, il y a un petit bémol à mettre, rappelons-nous quand même que quand ils sont champions d'Afrique, ils ont fait 2 matchs nuls pour débuter. Mais là, je ne sais pas, il se passe quelque chose, la machine est un peu enrayée, il y a quelques joueurs qui ne sont pas à leur niveau, défensivement ils sont beaucoup moins solides qu'à une certaine époque, l'absence de Kolo Touré est importante, comme celle de Yaya Touré, mine de rien, qui est au milieu de terrain, par sa présence, son impact sur les adversaires était important, et aujourd'hui on a vu une Côte d'Ivoire qui a été en réaction plus qu'en action. Alors ce que peut espérer la Côte d'Ivoire et de Michel Dussuyer, c'est peut-être d'avoir trouvé quand même dans cette équipe une forme d'état d'esprit positif. Ce n'est pas une équipe qui est tombée, c'est une équipe qui a vraiment cherché à égaliser et qui a été beaucoup plus intéressante sur la suite. Donc on trouve quand même une Côte d'Ivoire qui a mérité d'égaliser, qui aurait pu même marquer un 3e but. Donc voilà, pour l'instant, Côte d'Ivoire coup-ci, coup-ça. Mais il n'empêche qu'ils auront un dernier match à jouer contre le Maroc où il faudra absolument gagner. Et là, attention, absolument gagner, ça veut dire prendre des risques inévitablement et peut-être se faire contrer. Donc on va assister quand même à un match énorme de la part des éléphants. Qu'on a vu, quant à la RDC, on a vu une RDC très intéressante une nouvelle fois. Enfin, une nouvelle fois non, parce que je les avais trouvés pas terribles lors du premier match, mais la plus intéressante, notamment une première mi-temps de très bon niveau. Ils mettent 2 buts magnifiques, notamment le premier de Kebano, qui est une frappe vraiment sèche, pure. Mais je les ai trouvés en deuxième période reculants. J'ai l'impression qu'ils géraient plus leur avantage qu'autre chose et ils ont été assez logiquement donc, remontés. Mais il n'empêche que pour la RDC, ça fait 4 points en 2 matchs et ils sont aujourd'hui les favoris de ce groupe pour pouvoir passer, à moins qu'ils se tombent contre le Togo. Mais il n'empêche que la première vue, c'est ce qui semble se dessiner, c'est quand même une équipe de RDC qui a des chances de passer. Et le Maroc a réussi le coup qu'il fallait, c'est-à-dire s'imposer contre l'équipe du Togo, car les Marocains avaient déjà mal débuté, puisqu'on savait que la première défaite les mettait un petit peu au pied du mur. Hervé Renard a su remobiliser ses hommes, a fait une équipe de combat, une équipe puissante, costaud, qui a une nouvelle fois plutôt bien joué, mais ils ont été pris d'entrée, ça aurait pu être terrible pour eux, parce que c'est une équipe qui ne marque pas de but. Et là, comme un fait exprès, ils ont arrivé à marquer et même plus d'un but sur 2 coups de pied arrêtés déjà, car ils ont des joueurs costauds, solides dans les airs, ils ont pu marquer de cette manière-là, et une frappe aussi de Ndesseri. Donc c'est vraiment une équipe qui a quelque chose, qui peut offrir quelque chose. Donc on attend de voir la suite de cette équipe du Maroc, et surtout ce choc absolument incroyable entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, entre Hervé Renard et Michel Dussuyer, entre Hervé Renard et ses anciens joueurs. C'était un plaisir, à demain. Pour clore cette émission, nous allons repartir du côté de Conakry ou tout au moins parler de l'actualité du football guinéen. Dans quelques semaines, il y aura l'élection à la tête de la Fédération guinéenne de football. Un candidat se déclare devant les caméras de Sakankan. Il s'agit d'Antonio Soiré, actuel président de la Ligue de football professionnel. Pour vous, en exclusivité, ses premiers mots de candidat à la tête de la Fédération guinéenne de football. Suivez. Moi, Antonio Soiré, président de la Ligue guinéenne de football professionnel, pour le rayonnement de notre football, pour un football sain, pour un football éduqué et pour un football autonome, je présente ma candidature à la présidence de la Fédération guinéenne de football. Et j'appelle tous les sportifs guinéens à voter pour la passion du sport. Vive la jeunesse guinéenne. C'était un secret de Polichinelle, Mohamed Lamine Ba. Aujourd'hui, c'est officiel et beaucoup de chance pour nous.
sa première déclaration de candidat, elle est faite pour Sakankan, mais au-delà de cette déclaration, c'est un message fort qui vient d'être lancé, un appel en tout cas important pour quelqu'un qui était attendu par beaucoup d'acteurs de ce football guinéen. On peut dire que c'est une période faste pour Antonio Souaré quand même, qui vient d'être nommé, rappelons-le, président du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Guinée 2023 et qui vient d'être nommé dans une commission permanente de la FIFA. Aujourd'hui, il nous annonce en exclusivité dans sa campagne, donc sa candidature à la présidence de la Fédération guinéenne de football. C'est vrai que c'était dans les tuyaux, c'est un secret de polichinelle, vous l'avez dit. Il y a eu énormément de pression sur M. Souaré. Beaucoup d'observateurs, beaucoup d'acteurs du football guinéen se sont mobilisés. On lui a pratiquement tordu la main pour qu'il accepte de se présenter. Mais tout cela est dû en fait à tout le travail qu'il fait pour le développement du football guinéen. Quoi que l'on dise, tout n'est pas parfait dans ce qu'il fait, loin de là. Mais il a quand même le mérite d'avoir des initiatives, de mettre ses moyens à la disposition du football guinéen, surtout d'avoir des connexions intéressantes à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Donc ça fait un candidat idéal pour la présidence de la Fédération guinéenne. En tout cas, c'est ce qu'on espère aujourd'hui. On espère aussi qu'il amènera un projet pour que ce football-là puisse franchir un palier et que l'on puisse aller un peu plus dans le professionnalisme et surtout être prêt pour les échéances qui arrivent. Tout à fait, tout le monde veut ce changement aujourd'hui. On veut une nouvelle dynamique, on sort d'une crise. Il y a des personnes qui étaient là depuis un bon moment, ça n'a pas marché, il y a eu énormément de problèmes. Antonio Souaré arrive, vous l'avez dit, avec un nouveau projet, parce que ne l'oublions pas quand même, il a apporté quelques changements au niveau de la Ligue guinéenne de football professionnel qu'il préside. D'ailleurs, je vous informe qu'il nous a annoncé que le 26 février prochain, il y aura l'élection du président de la Ligue, puisqu'il va être obligé de quitter la Ligue guinéenne de football professionnel et qu'une élection va être organisée pour trouver son remplaçant. Donc, il apporte une certaine dynamique, il apporte des changements, il apporte sa volonté, sa passion pour le football, il apporte surtout ses moyens, ses gros moyens et toutes ses connexions, toutes ses relations qui peuvent être bénéfiques pour le football guinéen. En tout cas, on l'espère. On l'espère fortement, en tout cas pour le football guinéen. C'est un message fort qu'il vient de lancer sur notre plateau. Un message qui clôt cette émission, une émission qui vous parvient de Libreville. Elle est réalisée par Mamadou Lamaranasso de Soukart Productions. Toute l'équipe de Newscom ici et moi-même vous remercions de votre présence tous les jours devant vos petits écrans sur les chaînes partenaires. Et vous pouvez suivre cette émission une fois de plus, comme toutes les productions de Newscom, sur la page Facebook Football Factory, Radio et TV. Merci de nous suivre et de nous préférer pour décrypter l'actualité de la Coupe d'Afrique des Nations. À bientôt chez vous. Suck it,